Alors, bienvenue pour ce webinaire, ce deuxième webinaire de l'année 2023 sur l'actualité réglementaire et informative dans la fonction publique. Voilà, j'espère que tout va bien, que vous nous entendez bien. Voilà. Je suis, hop là, ça défile trop vite. Je suis accompagnée, comme précédemment, donc de Cédric Lagarde, qui est consultant senior au département qualité de vie et des conditions de travail, intervenant dans les collectivités territoriales et qui est là pour notamment répondre à toutes vos questions. Bonjour à tout le monde. Juste petite info, donc est-ce que déjà tout le monde nous entend? Et n'hésitez pas à me marquer quelques messages dans le chat pour savoir si effectivement vous avez bien le son. Et pour l'instant, je n'ai pas de retour de votre part, donc vous avez un onglet chat sur votre droite normalement. Vous pouvez envoyer un petit message. Je n'ai pas de retour là pour l'instant, donc je ne sais pas si les gens nous entendent. C'est bien lancé, oui, c'est bien lancé. Hein. Bah oui. Attends. Oui, c'est bon. Ah, d'accord. Ça y est. Okay. Ah oui, genre, vous avez tous utilisé l'onglet questions, donc c'est pas grave, hein, donc il n'y a pas de souci. Vous avez deux fenêtres. Vous avez la fenêtre questions, là où vous avez tous écrit, ou la fenêtre chat. Hein, donc peu importe, vous utilisez soit l'un soit l'autre. Je pourrai répondre à vos questions sur l'onglet questions. Donc c'est bon, tout le monde nous entend, donc on peut continuer. Voilà. Il y a juste un problème d'affichage. Il y a un problème d'affichage. C'est bon l'affichage là? Bah moi je vois le. D'accord, ok. Bah, tant pour moi. Alors moi j'ai eu un souci, c'est que moi. Ok, pas de souci. Allez, on peut attaquer. Ah oui, pardon, pour ceux qui ne me connaissent pas quand même, Carole Podemski, donc je suis consultante référente qualité de vie et des conditions de travail, experte en réglementation dans le domaine de la santé, de la sécurité au travail et aussi bien au niveau du secteur public que du secteur privé. Avant de vous présenter le sommaire, donc vous rappelez quand même que ce webinaire est un webinaire qui est proposé par l'Espace Droit Prévention, qui est un site géré par le Fonds national de prévention de la CNRACL, et ce fonds étant lui-même géré par la Caisse des dépôts. Voilà, et on est très heureux de vous retrouver assez souvent nombreux à ces différents webinaires. Pour cette actualité sur donc, le trimestre février-avril 2023, on a deux nouveaux textes réglementaires. Le focus sur la loi numéro 2023-270 du 14 avril 2023. Alors, je ne l'appelle pas volontairement la loi retraite, mais pour ceux qui l'ont reconnue, c'est effectivement la loi dans laquelle il y a de nombreux éléments concernant la retraite et l'usure professionnelle. Donc, on va faire un focus assez conséquent sur ce sujet-là. Et un décret qui est paru également, qui est intéressant, concernant les contraventions d'outrage sexiste. Et puis ensuite, l'actualité informative concernera l'espérance de vie sans incapacité, les ressources pour évaluer la pénibilité, une étude sur la mixité des métiers, et on fera un focus aussi inaptitude et reclassement au niveau de la fonction publique. Alors, ces sujets, contrairement à d'habitude, ne seront pas traités dans l'ordre dans lequel vous les voyez apparaître, parce que vous avez sans doute remarqué que certains font des liens entre eux, notamment la retraite, l'usure professionnelle, l'espérance de vie sans incapacité, etc. Donc, pour ce webinaire, on va avoir deux grosses thématiques qui vont être effectivement la retraite et l'usure professionnelle d'un côté, l'inaptitude et le reclassement de l'autre. Vous voyez aussi que ces deux thématiques ont elles-mêmes des liens très étroits entre eux. Voilà. Et donc, tout ça devrait tenir sur un timing donc, de 45 minutes, puisqu'on termine ce webinaire vers 15h45. Je rappelle que le support est téléchargeable, donc vous l'avez soit la possibilité de le télécharger sur la plateforme, soit vous verrez tout à l'heure, on va aller sur le site Espace Droit Prévention et je vous remontrerai aussi à quel endroit vous pourrez récupérer ce support si vous n'y arrivez pas sur la plateforme. Il y a toujours des gens qui ont du mal à le trouver, mais en tout cas, le support est bien téléchargeable sur la plateforme GoToWebinar. Oui, c'est la partie documents téléchargeables. Hein. Les documents à distribuer exactement, c'est le titre de la. C'est le titre sur le module où vous pouvez télécharger le document. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à le mettre dans le chat ou dans l'onglet questions. Voilà. Merci. Alors, retraite, usure professionnelle, espérance de vie sans incapacité, etc.
Donc, la loi dont je parlais tout à l'heure s'appelle, son vrai titre, hein, c'est la loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Donc, des fois, on a fait l'abréviation LFRSS pour 2023. Je ne vous reprends pas tout le processus de la loi, mais simplement, voilà, pour resituer un peu, parce que c'est une loi qui est extrêmement médiatique. Donc, les derniers événements depuis, effectivement, le 49.3 qui a été mis sur cette loi le jeudi 16 mars 2023, c'est qu'ensuite, il y a eu l'examen par l'Assemblée nationale des 2 motions de censure qui avaient été présentées suite au 49.3, qui n'ont pas été retenues. Et en dernière instance, le vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel, comme tout le temps pour les lois, vérifie la constitutionnalité des différents éléments. Et dans la grande majorité, cette loi a été approuvée par le Conseil constitutionnel. Il y a toujours des éléments qui sont retoqués, donc quelques éléments qui ont été retoqués par le Conseil constitutionnel. Mais dans la grande majorité, les éléments ont été retenus, ce qui fait que dans la foulée, la loi a été promulguée le 14 avril. Voilà. Donc la promulgation, hein, c'est l'acte par lequel une loi est définitivement adoptée par le Parlement ou approuvée par le peuple via un référendum et qu'elle devient exécutoire. Voilà. Donc, elle est datée du 14 avril et promulguée au journal officiel du 15 avril, donc dès le lendemain matin. Et ce qui est important quand même à retenir à ce niveau-là, c'est que évidemment, à venir, il y a beaucoup de décrets d'application dans ce genre de loi. C'est une loi dans laquelle il y a beaucoup d'éléments, donc il y a beaucoup de décrets qui doivent venir préciser. Voilà, quand je dis beaucoup, ça se compte par dizaines, hein, des décrets qui vont venir préciser un certain nombre d'éléments. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter ce qui est sûr. Il y a encore certaines incertitudes et peut-être quelques erreurs aussi dans la promulgation de la loi. Donc là, on va vraiment présenter simplement les éléments qui ont été donnés dans la loi. Et même là, vous verrez qu'il y a quand même des éléments qui doivent rester qui sont en attente du décret d'application. Donc, des fois, on a des éléments quand même pour savoir un petit peu ce qu'il devrait y avoir dans les décrets, puisque les projets de loi sont toujours accompagnés d'un certain nombre de documents dans lesquels il y a des précisions. Donc, on peut se baser là-dessus, mais on n'est jamais sûr, hein, ça ne préjuge jamais du fait que ça sera complètement appliqué tel quel dans le décret d'application. Donc, la première chose, évidemment, c'est que cette loi, elle porte l'âge de la retraite à 64 ans. Versus 62 ans aujourd'hui. Et là, vraiment, pour les salariés du privé, pour les agents publics, que ce soit fonctionnaires et contractuels, là, tout le monde est logé à la même enseigne. Donc là, effectivement, côté fonction publique, j'ai sorti 3 grands points, on va dire, de cette loi qui me paraissait intéressant de vous partager. Donc, la première, c'est effectivement l'âge légal de départ et la durée de cotisation. Recul progressif de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Je vous partagerai juste après un tableau qui vous montre cette progressivité auquel vous pourrez vous référer à nouveau à l'issue du webinaire si jamais vous avez envie de voir en fonction de l'âge que vous avez comment ça se passe. Le deuxième élément qui est important, c'est l'accélération du calendrier de mise en œuvre de la réforme qui s'appelait la réforme Touraine, c'est-à-dire que cotiser 43 annuités n'est pas une nouveauté, puisque c'était déjà prévu. La nouveauté, c'est qu'il y a une accélération, c'est-à-dire que cette obligation de cotiser 43 annuités sera valable dès 2027, alors que ça devait être au départ à partir de 2035. Voilà. Alors, je rappelle, une annuité, c'est 4 trimestres d'assurance vieillesse. Donc, 43 annuités, ça fait, parce que des fois, vous allez le voir que c'est en annuité, souvent, c'est plutôt en trimestre. 43 annuités, au final, ça fait 172 trimestres de cotisation. Ce qui change aussi, c'est… Alors, par contre, ce qui ne change pas aussi, je vais le redire plus tard, mais tant pis, je le redis là. Par contre, l'âge limite de départ à la retraite sans décote, pour les gens qui n'auront pas cotisé assez, par contre, ne change pas, il reste à 67 ans. Bon, j'imagine que ça ne vous a pas échappé, mais c'est bien de le repréciser. Pour les catégories actives et super actives, l'âge d'ouverture des droits va également reculer de 2 ans pour chacune d'entre elles, donc j'y reviendrai un petit peu plus loin. Ensuite, je vais vous parler de la retraite progressive et du cumul emploi-retraite. En fait, ce deuxième point, si vous voulez, une fois qu'on a passé le premier et qu'on sait à partir de quel âge on doit partir à la retraite, le deuxième point, c'est un peu de faire la transition entre la fin de carrière quand on a 62 ans et puis le passage à la retraite, comment on va pouvoir effectivement peut-être progressivement être à temps partiel ou moins travailler. Donc, c'est cette espèce de transition qui est quand même importante. Et puis, je parlerai des différents dispositifs de départ anticipé. Alors, peut-être que je ne vais pas tous les évoquer, mais l'idée, c'est de vous montrer que pour certains, les départs anticipés, effectivement, vont reculer, pour d'autres, non. Et voilà, je vais faire le point là-dessus. Alors,
Je reviens sur le point 1. Je vais passer la slide effectivement pour vous montrer quelques aménagements de durée de cotisation. Alors là, pour le coup, c'est vraiment pas exhaustif. C'est simplement pour vous dire que dans cette loi, il y a plein de modifications sur les durées de cotisation. Par exemple, des majorations pour enfants. Les mères de famille auront la garantie de bénéficier d'au moins 2 trimestres d'assurance pour éducation ou adoption. Aujourd'hui, je vous rappelle que dans la loi, il y a, je crois, 4 trimestres en fait qui sont alloués aux parents et qui peuvent être répartis entre soit le père, soit la mère. Donc là, l'idée, c'est qu'à minima, la mère de famille aura 2 trimestres. Il y a des assouplissements pour, par exemple, assimiler les stages de formation professionnelle à des périodes de cotisation, pour donner des possibilités de rachat de trimestres en fonction des études longues, etc. Une création d'une assurance vieillesse pour les aidants. Voilà, je ne vais pas plus détailler parce que ça c'est assez complexe, mais voilà, pour vous dire aussi qu'il y a des assouplissements sur les durées de cotisation et pas mal de modifications à ce sujet. Voilà. Donc, âge légal de départ et durée de cotisation, voilà, je vous montre le tableau, je ne vais pas y passer trop de temps, mais avant réforme, après réforme, et donc vous voyez qu'à partir des années 73 et suivantes, on devait de toute façon cotiser 172 trimestres. Donc, pour les générations d'après 73, ça ne change pas. Mais pour les générations, effectivement, précédentes, on voit, hein, par exemple, si vous êtes né en 72, qu'après la réforme, vous devez cotiser 172 trimestres et à moins 171, pardon, donc un trimestre de plus. Pour bénéficier du taux plein, hein, bien évidemment, je ne l'ai pas reprécisé, mais j'imagine j'espère que, voilà, que c'était évident pour vous. Pour les catégories actives et superactives, donc je rappelle que ces catégories, ce sont tous les emplois qui présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles qui justifient un départ anticipé à la retraite. Donc pour les superactifs, le départ passe progressivement de 52 à 54 ans. Donc là, je vous ai mis pour la fonction publique territoriale, il va s'agir du corps des identificateurs de l'Institut médico-légal de la préfecture de police, des fonctionnaires des réseaux souterrains des égouts, et pour la fonction publique d'État, des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. Pour les catégories actives, le départ passe progressivement de 57 à 59 ans. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Là, ce n'est pas exhaustif puisqu'il y en a d'autres. Hein. On va retrouver, par exemple, les aides-soignants, les agents des services hospitaliers dans la fonction publique hospitalière, certaines assistantes sociales, les sapeurs-pompiers professionnels, bien évidemment, etc. Ce qui est important, c'est de voir que, par contre, les durées de service actifs qui sont exigées pour pouvoir bénéficier de ce droit au départ anticipé, elles n'évoluent pas. Donc, c'est toujours 17 ou 27 ans selon les métiers. Donc, ça n'a pas changé. Et puis, quelque chose qui est important, c'est la portabilité des droits à départ anticipé qui est instaurée pour les agents en catégorie active, donc quelle que soit l'évolution de leur carrière. Et de la même manière, les années de service en catégorie active effectuées par des contractuels ne seront plus perdues lorsque ceux-ci sont titularisés, mais au contraire seront bien comptabilisés. Voilà, ça fait partie des éléments qu'on peut voilà, mettre en exergue. C'est important, cette portabilité des droits. Je vous ai mis de la même façon des tableaux, je ne vais pas les détailler, mais vous voyez, pour les agents de la catégorie active, les agents de la catégorie super active, le nombre de trimestres requis avant la réforme, le nombre de trimestres requis après la réforme. Je vous laisse quand même 10 secondes pour vous retrouver dans la bonne ligne, si vous voulez voilà, voir ce que ça change pour vous en fonction de votre année de naissance. Ça me permet de tourner mes pages et de vérifier que je n'ai pas oublié de vous dire des choses importantes. Mais non, là, je pense que là-dessus, on est bien. Et puis, dernière chose, c'est la systématisation au niveau de la fonction publique de la possibilité de travailler jusqu'à 70 ans. Donc, c'est l'article L556-1 du Code général de la fonction publique qui est modifié. Ça concerne les fonctionnaires et les contractuels. Puisqu'aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, c'est avant la date d'application de la loi. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, la date d'application de la loi, c'est à partir du 1er septembre 2023, donc c'est bientôt. Aujourd'hui, seulement les agents, donc avant la réforme, ayant encore des enfants ou dont la carrière est incomplète, peuvent demander à poursuivre leur activité jusqu'à 70 ans. Ça sera systématisé, ça reste effectivement à la… Oui, non, mais pardon, je ne finis pas ma phrase, mais c'est volontaire. Je vous ai mis là-dessous
quelque chose qui complète, hein, simplement pour vous montrer, par exemple, pour les contractuels, vous voyez que la partie qui est en violet, c'est ce qui a été ajouté dans la loi. Donc, on rappelle qu'effectivement, pour les contractuels, l'âge limite est de 67 ans, mais qu'ils peuvent effectivement, sur autorisation, voilà, c'est ça que j'allais vous dire, être maintenus en fonction jusqu'à l'âge de 70 ans et que le refus d'autorisation devrait être motivé. Donc, ça, c'est des modifications aussi par rapport à ce qui existait avant. Voilà. Donc là, c'est l'exemple pour les contractuels, mais c'est la même chose, hein, pour les fonctionnaires. C'était pour aussi voilà, parler un petit peu des contractuels. Deuxième point, donc ce que je vous disais, une fois qu'on sait à partir de quel âge on doit partir à la retraite en fonction de ces différents éléments, il sous réserve effectivement des départs anticipés dont on va parler juste après. Il y a les mesures qui vont faciliter les transitions entre l'emploi et la retraite, donc avec deux mesures principales qui sont la retraite progressive et le cumul emploi-retraite. La grande nouveauté, c'est la retraite progressive, puisque le dispositif existait dans le secteur privé, mais n'existait pas dans la fonction publique. Par exemple, un agent des espaces verts pourra passer à temps partiel à partir de 62 ans tout en touchant par anticipation une partie de sa retraite. Et sur le cumul emploi-retraite, voilà ce qu'on appelle des fois le CER, les conditions sont assouplies. Alors là, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, mais pour vous donner un exemple, alors je vais lire puis je vous le résumerai après. Pour les retraites liquidées à partir du 1er septembre 2023, parce que c'est différent en fonction de la date à laquelle on se place, c'est pour ça que c'est toujours un peu délicat de donner des exemples, parce qu'en fonction de l'âge de la personne, du moment où on se place, si on est en 2023, en 2025, en 2027, les choses sont différentes. Donc je vous donne cet exemple-là. Pour toutes les retraites qui seront liquidées à partir du 1er septembre, les cotisations vieillesse qui seront versées dans le cadre du cumul emploi-retraite permettront aux retraités de se constituer de nouveaux droits à la retraite, à condition bien sûr d'être partis à la retraite avec tous ces trimestres cotisés, donc avec les 172, ou à 67 ans, qui, je me rappelle, donc l'âge d'annulation de la décote. Donc, en fait, l'idée, c'est de vous dire qu'il y a un assouplissement puisque le fait d'être en cumul emploi-retraite vous permettra d'ouvrir des nouveaux droits à cotisation. Ensuite, sur les dispositifs, donc troisième point, tout ce qui est dispositif de départ anticipé. Donc, le plancher 43 annuités de cotisation a aussi été introduit par amendement. Il reste à valider par décret hein, pour ces dispositifs-là, évidemment, hein, pas pour les autres, pour les dispositifs carrière longue. Une quatrième borne a aussi été ajoutée, c'est-à-dire qu'avant, vous aviez 3 bornes. Si j'ai commencé à travailler avant 16 ans, avant 18 ans, avant 20 ans, donc là, il y a aussi maintenant entre 20 et 21 ans, qui permettra pour ces personnes-là quand même de rentrer dans un dispositif qui leur permet de gagner 1 an, c'est-à-dire de partir à partir de 63 ans. Donc voilà, avant 16 ans, vous pourrez partir à la retraite. Alors en fait, dans le système précédent, sauf erreur, vous pouviez déjà, quand vous aviez commencé à travailler avant 16 ans, partir 4 ans avant la retraite, c'est-à-dire 62 ans, ça faisait 58 ans. Voilà. Et donc, on est toujours avec ce dispositif à partir de 58 ans. Entre 16 et 18 ans, à partir de 60 ans, entre 18 et 20 ans, à partir de 62 ans, et donc cette quatrième borne qui a été ajoutée qui permet pour toutes les personnes qui ont commencé à travailler avant 21 ans de partir à 63 ans. Les trimestres acquis au titre de l'assurance vieillesse du parent de foyer ou de la nouvelle assurance vieillesse des aidants seront pris en compte dans le calcul de l'âge de départ pour carrière longue. Je vous mets cet exemple-là, il pourrait y en avoir d'autres, mais c'est pour vous montrer qu'à chaque fois, effectivement, il y a des modifications aussi par rapport à la façon dont les trimestres sont pris en compte. On va le revoir un petit peu plus loin. Oui. Oui, je fais une petite pause, hein, parce que comme ça permet effectivement de faire une petite coupure par rapport à toutes ces informations qui sont denses, hein, qui sont toutes nouvelles. J'ai une question là de Christelle. Merci Christelle pour la question. Un fonctionnaire peut partir à 67 ans à taux plein, même s'il n'a pas tous ses trimestres, mais peut quand même travailler jusqu'à 70 ans. Est-ce que c'est bien cela? Oui, c'est ça. Voilà. Donc j'espère que Christelle a pu avoir la réponse. Voilà. Donc effectivement, on pourra travailler jusqu'à 70 ans. Ça va être le nouveau dispositif. Je ne suis pas là comme ça de mémoire en mesure de vous redire exactement après comment ça se passe du coup pour la période 67-70 ans en termes de relancement de nouveaux droits à cotisation, etc. Mais je sais que la réponse, il me semble, je l'avais vu passer dans la réglementation. Donc, s'il y a besoin, vous pouvez me renvoyer un mail. Hein, vous l'aurez sur la dernière slide, mon mail, pour que je puisse vous repréciser ça. Là, comme ça, de mémoire, je ne sais plus, mais effectivement, c'est bien ça.
Alors, j'ai une autre question, puis après on enchaînera. Alors, pour les questions, hein, je vais essayer de les prendre comme ça, parce que ça correspond vraiment à ce qu'est en train de dire Carole. J'essaierai après de faire un peu un mix, et puis tu prendras le temps d'y répondre à un moment donné, parce que sinon, ça va trop couper. Une deuxième question, c'est Angélique qui nous pose la question. Pourrez-vous nous dire si les personnes ayant fait un TUC, un TUC dans les années 80 pourront bénéficier de ces trimestres? Alors, le TUC, de mémoire, c'était des travaux, c'était un peu des travaux précaires, c'est ça? Je ne sais plus. Alors là, pour le coup, là comme ça, je peux pas. Oui, ça me parle, ça, le TUC. Mais est-ce que ça va rentrer effectivement dans les trimestres cotisés? Travaux d'utilité collective. Voilà, merci Françoise et merci Angélique. Merci. Alors là, effectivement, comme ça, je suis pareil, pas en mesure de vous répondre. Il faut. Alors, on va le noter. Alors, pour les questions où on n'a pas la réponse tout de suite, vous inquiétez pas, on va aller chercher la réponse. Et quand vous recevrez un mail suite à ce webinaire, on fera une sorte de synthèse de toutes vos questions avec les réponses et on vous les enverra. Voilà, il n'y a pas de. De toute façon, sur les webinaires précédents, c'est vrai que je ne l'ai pas redit, mais sur la dernière slide, vous avez mon mail et en général, les gens, quand il y a certaines questions où vous n'avez pas pu avoir la réponse ou qu'on n'a pas pu les prendre en compte parce que vous êtes quand même assez nombreux, à ce moment-là, souvent, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et j'essaie de vous trouver la réponse derrière. Voilà. Là, c'est vrai que sur les questions, comme c'est en plus une loi qui est très récente, j'ai passé beaucoup de temps à la décortiquer. Il y a pas mal de réponses pour lesquelles je ne pourrais pas avoir la réponse dans l'immédiat. Sur les dispositifs de départ anticipé par rapport aux travailleurs handicapés, alors eux, effectivement, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que l'âge de départ minimum était avant la réforme 55 ans, il reste à 55 ans. Donc là, dans ces cas-là, on parle juste d'adaptation de la loi. Pourquoi adaptation de la loi? Parce que dans la loi, souvent, vous savez comment c'est formulé, on va dire, ben voilà, pour tel type de travailleur, l'âge légal qui est défini à tel article est amputé par exemple de 7 ans ou de 9 ans. Voilà. Donc en fait, on ne va pas simplement écrire les personnes en situation de handicap peuvent partir à 55 ans. Donc la loi, on dit là qu'elle est juste adaptée, c'est-à-dire que l'âge minimal légal, effectivement, c'est le départ anticipé est de 9 ans maintenant et plus de 7 ans. Ce qui fait que de 64 ans moins 9, on reste à 55 ans pour les travailleurs en situation de handicap. Voilà, donc à taux plein, si l'incapacité permanente est supérieure à 50%. Et puis, les durées d'assurance requises, effectivement, doivent être respectées. C'est-à-dire, c'est par exemple 33 annuités si vous êtes né après 1973. Là, vous pouvez aller voir les simulateurs info-retraite qui vous donnent, en fonction de votre âge, le nombre d'annuités que vous avez besoin de cotiser. Il y a des modifications aussi d'assouplissement pour pouvoir bénéficier de ce régime. Par exemple, encore une fois, ce n'est qu'un exemple, les trimestres qui sont validés suffisent à en bénéficier, c'est-à-dire qu'il y a des périodes qui ont pu ne pas avoir été cotisées, puisqu'elles sont, par exemple, la maladie, la maternité, le chômage, et à ce moment-là, elles seront effectivement prises en compte. Voilà. Sur les dispositifs de départ anticipé sans condition d'âge, les choses ne changent pas, c'est-à-dire pour tout ce qui est inaptitude, invalidité, et ça fera le lien du coup avec effectivement le point juste après, les fonctionnaires qui n'ont pas atteint leur âge d'ouverture des droits ont la possibilité de partir en retraite de manière anticipée lorsqu'ils sont devenus définitivement inaptes à l'exercice de leurs fonctions et que leur reclassement dans un endroit correspondant à leur aptitude physique est impossible. Cette possibilité est offerte lorsque l'aptitude résulte de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, donc l'invalidité d'origine professionnelle, ou sans lien avec le service, mais contractées ou aggravées pendant une période d'acquisition de droit à pension de retraite. La pension pour l'inaptitude est calculée selon les mêmes règles que la pension de vieillesse, mais elle est liquidée à taux plein, donc sans décote, quelle que soit la durée d'assurance de l'intéressé. Donc ça, on reverra rapidement tout à l'heure quand je vous présenterai. On ne verra pas ce point-là en particulier, mais en tout cas, tout ce qui est inaptitude, invalidité, évidemment, fait l'objet de ce gros dossier qui a été mis en ligne sur l'espace droit prévention, sur l'inaptitude et le reclassement dans la fonction publique territoriale. Donc, en synthèse, ce qu'on peut retenir, c'est ce report de l'âge légal, cet allongement de la durée de cotisation à 43 ans qui s'accélère, donc qui est pris en compte dès 2027. Le mode de calcul des pensions des fonctionnaires reste inchangé sur l'indice de traitement des 6 derniers mois de traitement hors les primes. On estime que 20% d'agents donc sont en catégorie directive et superactive et donc leur droit à la retraite sera reculé. La possibilité de demander à travailler jusqu'à 70 ans.
la retraite progressive qui est tendue aux agents publics, les conditions de cumul emploi-retraite qui sont assouplies, à l'identique de ce qui a été fait, proposé et assoupli dans le secteur privé, et puis les départs anticipés, donc avec des adaptations du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et du dispositif de travailleurs handicapés, pour que le âge minimum, effectivement, reste à 55 ans. Je vais enchaîner sur donc, une étude de la DRES, donc c'est la direction, j'ai toujours du mal, parce que les acronymes changent souvent, je vais tourner mes pages. Hop. La direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques, voilà, qui a fait une étude qui est intéressante voilà, à avoir en tête dans le cadre de ces modifications sur la retraite et sur l'usure professionnelle et sur l'allongement de la durée de travail. Cette étude nous montre qu'en fait, l'espérance de vie sans incapacité augmente en France depuis 2008 et dépasse la moyenne européenne. Donc, en 2021, par exemple, une femme de 65 ans peut espérer vivre 12,6 ans sans incapacité et 18,8 sans incapacité forte. Incapacité forte, c'est-à-dire sans handicap. Et je vous laisse voir pour les hommes, effectivement, de la même façon, 11,3 ans et 16,2 ans. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que depuis 2008, donc l'espérance de vie sans incapacité à l'âge de 65 ans a progressé par rapport à précédemment, donc plus de 2 ans et 8 mois chez les hommes et plus de 2 ans et 7 mois chez les femmes. Et surtout, ce qui est en rouge, l'espérance de vie sans incapacité croît, enfin sur cette période 2008-2021, elle a accru plus vite que l'espérance de vie. Ça veut dire que dans les années qui nous restent à vivre à 65 ans, la part de ces années qui sont vécues en bonne santé augmente, passe de, alors en pourcentage, c'est peut-être pas très parlant, mais retenez qu'effectivement, la part des années vécues en bonne santé à partir du moment où on est à l'âge de 65 ans va augmenter, voilà, passant de 44% à 54% pour les femmes et de 47 à 59% pour les hommes. L'étude nous dit aussi que la pandémie de Covid-19 a eu a priori une forte incidence sur l'évolution des espérances de vie et des espérances de vie sans incapacité, puisque bon, en 2020, au moment du début de la pandémie, les espérances de vie sans incapacité stagnaient, l'espérance de vie même était plutôt en baisse, et en 2021, on voit que l'espérance de vie réaugmente légèrement depuis 2021, et les espérances de vie sans incapacité ont fait un grand bond en avant. Donc, voilà, l'étude, effectivement, nous met en exergue ce point-là. Pour terminer sur ces espérances de vie, voilà, il faut aussi savoir qu'en France, en 2020, l'espérance de vie à 65 ans des femmes est la plus élevée de l'Union européenne et celle des hommes arrive en 3e position. L'espérance de vie sans incapacité des femmes est supérieure aussi voilà, de 1 an et 8 mois à celle de la moyenne de l'Union européenne et des hommes également de plus de 8 mois. Et puis, ben, voilà, on peut simplement dire que la France se situe au 5e rang pour l'espérance de vie sans incapacité des femmes à 65 ans et au 10e rang pour celle des hommes. Donc, en France, on a quand même de l'espoir, effectivement, sur cette espérance de vie sans incapacité qui progresse. La prise en compte de la pénibilité, même s'il reste pas mal effectivement, de choses à voir encore, en tout cas, on peut imaginer que ça commence un peu à porter ses fruits puisque l'espérance de vie sans incapacité augmente. Pour évaluer la pénibilité, quelques ressources, alors qui ne sont pas nouvelles, mais ça me semblait important, voilà, dans le cadre de ce webinaire et de tout ce qu'on s'est dit avant, de vous les rappeler ou de vous les faire connaître pour ceux qui ne les connaissent pas. C'est les fiches métiers du ministère du Travail. Donc, quand vous aurez le support, je vous rappelle que tout est en lien hypertexte, il vous suffira de cliquer dessus. Par ordre alphabétique, vous allez chercher par exemple le métier d'égoutier et effectivement, il y a une fiche qui apparaît, qui vous donne les risques du métier, les mesures et outils pour agir en prévention, etc. Donc, je vais vous montrer sur la slide d'après, par exemple, la structure de la fiche égoutier. Alors, évidemment, les risques qui sont pris en compte ici, chimiques, biologiques, sont en lien avec ce métier-là, mais globalement, vous avez 4 parties. Les risques du métier, où on voit quels sont les principaux accidents, les principales maladies, les risques qui sont liés au lieu de travail ou aux tâches, un focus sur les risques chimiques et biologiques qui sont très importants pour ces métiers-là, les moyens de prévention pour tous les risques plus particulièrement chimiques et biologiques, et puis quels sont les textes réglementaires applicables, et puis aussi des liens pour en savoir plus si vous avez besoin d'aller plus loin sur ces métiers-là. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi d'avoir en tête ces fiches pour avancer sur l'évaluation des risques et de la pénibilité, ou on peut l'appeler l'usure professionnelle
pour vos métiers de la fonction publique. Et dernière étude avec laquelle je fais le lien, c'est l'étude de la DARES. Alors cette fois, j'ai mis l'acronyme comme ça, au moins, je ne l'oublie pas. La Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, qui est une direction de l'administration publique qui dépend aussi du ministère du Travail. Pour vous rappeler effectivement que cette étude a fait, DARES a fait un point sur la mixité, donc c'est intéressant, hein, la mixité des métiers, et nous rappelle, sans doute pas une surprise, mais qu'il y a une plus forte exposition à la pénibilité physique chez les hommes et une plus forte exposition à la pénibilité mentale chez les femmes. Voilà. Donc cette étude, elle est intéressante, elle a étudié 88 professions et elle a mis en exergue que 8 métiers sur 10 sont non mixtes. Alors pour non mixte, ça veut dire qu'ils considèrent qu'il y a plus de 2 tiers d'hommes ou de femmes dans ce métier-là. Voilà. Un métier est considéré comme étant à prédominance féminine lorsqu'au moins 65% des salariés qui l'exercent sont des femmes. Et voilà, merci pour les hommes. Et il est mixte si on est entre 35 et 65%. Et donc, elle met en exergue les différences selon le genre. Donc, je vous renvoie à cette étude si vous voulez approfondir ce sujet des conditions de travail et de la mixité, des différences de profession entre hommes et de femmes et de différences effectivement d'exposition à certains risques professionnels. On a quelques exemples de métiers qui ressortent très fréquemment ou il faut aller voir le guide? Alors là, pareil, pour le coup, je suis désolée, mais en fait, comme c'est toujours très court, il nous reste qu'un quart d'heure, je vais pas pouvoir, voilà, mais il suffit de cliquer sur le guide, voilà, je vais pas pouvoir, je les ai plus en tête, très honnêtement. Alors, autre actualité informative, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'autre point sur lequel on souhaitait aujourd'hui pointer, c'est l'inaptitude et le reclassement, qui est un sujet qui vous intéresse beaucoup pour tous les gens qui vont régulièrement sur l'espace droit de prévention. Chaque année, les statistiques de Google Analytics nous montrent qu'il y a une forte appétence pour ce sujet de l'inaptitude et le reclassement. Il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années, notamment avec la mise en place de la période de préparation au reclassement. Donc, un dossier complet a été mis en place sur l'espace droit. Je vais y aller juste après cette première information. Cette première information, c'est toutes les ressources du FIPHFP, donc le Fonds d'insertion pour le personnel handicapé de la fonction publique. C'est un site, alors il vous suffit de taper fiphfp.fr et vous allez retomber sur le site. C'est une mine d'informations. Les informations sont à jour. Donc ça, c'est quand même important à souligner parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on est quand même sur une période un peu de transition entre beaucoup d'évolutions de la réglementation, le Code général de la fonction publique l'année dernière qui est entré en vigueur et un certain nombre de choses, et puis voilà, des évolutions réglementaires récentes. J'ai fait le focus sur trois choses plus particulièrement. Le guide reclassement, accompagner le reclassement des personnels en situation de handicap dans la fonction publique. Donc là, on est sur les 3 fonctions publiques, territoriales, hospitalières et d'État, qui date de septembre 2022, donc qui est assez récent. Encore plus récent, puisque vous voyez que ça date de mars 2023, le kit période de préparation au reclassement de Handipact Occitanie. Alors, Handipact, je voulais préciser ici pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Les Handipacts, ce sont des dispositifs qui visent à animer et développer les partenariats régionaux pour partager les bonnes pratiques et mobiliser les ressources disponibles au sein des employeurs publics en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées. Donc, l'idée, c'est de mutualiser des informations. Et je vais vous montrer, voilà, par exemple, je vais revenir juste après sur cette slide, mais par exemple, si on regarde ce kit pratique sur la PPR, vous pouvez donc télécharger le mode d'emploi, télécharger l'intégralité du kit. Et puis, vous avez 3 grandes parties, le cadre juridique, la documentation utile, les outils. Et en fait, la FIPHFP sélectionne les documents qui ont pu être faits par des handipacts régionaux à droite à gauche, ceux qui leur paraissent le plus intéressants. Et voilà, vous les propose ici. Et vous avez à chaque fois, donc le cadre juridique, c'est peut-être petit pour vous, mais à chaque fois, vous avez bien les 3 fonctions publiques qui sont séparées. Quel est le cadre juridique pour la FPH, pour la FPT, pour la FPE? Pareil pour la fonction publique d'État. Et puis, on va voir, par exemple, qu'on vous propose, voilà, par exemple, pour le CDG 65, la foire aux questions à destination des employeurs, on vous propose ce document-là du CDG 65, un PowerPoint dynamique au reclassement du CDG 27. Donc, voilà, donc il y a toute une sélection des documents utiles. Et puis alors là, vous voyez sur les outils très complets, les outils par rapport à l'ouverture du dossier, les outils par rapport à l'évaluation du besoin, les outils pour faire les conventions, les outils pour informer les bénéficiaires, pour l'évaluer, puisque je vous rappelle que c'est expliqué dans
dans le dossier que cette PPR doit être évaluée régulièrement. Donc, comment on fait pour évaluer cette période de préparation au reclassement? Comment on finit? Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Et je termine juste là-dessus pour vous signaler un webinaire pour ceux vraiment qui sont pas trop à la page sur tout ce qui s'est passé depuis un an. Ce webinaire sur la période de préparation au reclassement et sur le reclassement qui a été fait le 8 février 2022, donc il y a un peu plus d'un an, mais qui est extrêmement à jour, qui comprend aussi un témoignage d'une personne qui est en période de préparation au reclassement, donc qui vient témoigner de comment ça s'est passé pour elle, comment la collectivité l'a accompagnée, qu'est-ce qu'elle a pu mettre en place, etc. Donc vraiment très, très intéressant. Voilà, je vous recommande pleinement. Et pour finir sur ce sujet-là, le dossier qui a été mis en ligne hier ou avant-hier, donc sur l'inaptitude et le reclassement dans la fonction publique territoriale, que je vais vous partager. Voilà. Donc là, on est sur le site effectivement de l'espace droit. Voilà. Je sais pas. Ouais. Pour vous montrer rapidement comment il est fait, parce que c'est un dossier très complet qui fait plus d'une vingtaine de pages. Évidemment, vous allez avoir beaucoup de liens pour aller plus loin sur un certain nombre de thématiques, mais la structure, c'est au départ donc, tous les textes de référence qui peuvent vous être utiles. Le glossaire, puisqu'effectivement, pour éviter de répéter période de préparation au reclassement, on va dire PPR. Les rappels préliminaires sur tout ce qui va être l'aptitude, l'inaptitude, l'invalidité, les différences de terminologie, le reclassement, le repositionnement, les différences entre le médecin agréé, la médecine préventive, le conseil médical. Sur le conseil médical, il y a une fiche également qui a été mise en ligne hier, puisque je vous rappelle que le conseil médical, depuis l'année dernière, a remplacé ce qui s'appelait le comité médical et la commission de réforme. Donc, pareil, pour ceux qui ne sont pas très au fait là-dessus, n'hésitez pas à aller vous référer à cette fiche pratique. Je vous montrerai tout à l'heure aussi comment la retrouver. Et puis après, vous avez donc après deux grandes parties. Après l'avis d'inaptitude, avec les différents congés qui peuvent exister, les aménagements du poste du travail. Donc après l'avis d'inaptitude, pardon, c'est qu'est-ce qui se passe? Soit les congés pour raison de santé, soit les aménagements du poste du travail, l'affectation dans un autre emploi, le reclassement, la fin d'activité, avec un schéma de synthèse que je vais vous montrer rapidement parce que l'heure tourne. Et puis, un deuxième grand point sur le reclassement, le focus, avec tout ce qui concerne justement la PPR, la présentation, pareil, un schéma de synthèse sur cette PPR, les différentes possibilités de reclassement, et puis l'instance conseil médical qui renvoie vers la fiche pratique et les aides donc, du FIPHFP. Et là, pareil, une fiche pratique a été mise en place sur ce sujet-là. Voilà, je vous montre rapidement les deux schémas de synthèse qui peuvent effectivement être quand même assez intéressants parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas toujours à jour sur les différents sites que vous allez pouvoir retrouver, voilà, qui vous expliquent après l'inaptitude, comment ça se passe, les congés, voilà, est-ce que mon aménagement du poste est possible, oui ou non, s'il est possible, est-ce que je l'accepte ou est-ce que je le refuse, est-ce que je peux changer de poste si je suis reclassée, et voilà, jusqu'à effectivement un éventuellement retour à l'inaptitude ou une cessation d'activité. Petite question, peut-être juste très rapidement, parce qu'il y a une question qui est assez Géraldine hein, sur le chat ici, qui détaille en fait sa situation. Donc, ce que je propose à Géraldine, c'est qu'on prenne le temps de répondre plus directement. C'est sur une situation personnelle. Mais par contre, j'ai Jennifer qui pose la question, est-ce que ça, c'est valable que pour la fonction publique territoriale ou hospitalière? Alors, effectivement, très intéressant, je ne l'ai pas précisé. Le dossier aujourd'hui, c'est celui de la fonction publique territoriale. Il faut effectivement qu'on le mette à jour, effectivement, la partie de ce qui existe sur le site Espace Droit, sur la fonction publique hospitalière, donc ça va être fait rapidement. Donc, il y a des choses qui sont communes, ça me prendrait trop de temps pour l'expliquer maintenant, mais il y a des choses qui sont communes aux deux fonctions publiques, mais il y a des choses aussi qui sont différentes. Donc là, effectivement, on a pris le parti pour l'instant voilà, de détailler plus sur la partie fonction publique territoriale. Je termine rapidement en vous montrant, si vous voulez retrouver donc, les différents éléments, je vous montre ici. La première chose, je vous ai dit tout à l'heure, le support du webinaire, quand vous allez sur l'espace droit de la prévention, espacedroitprévention.com, c'est très facile à trouver. Vous avez ici un slider, vous en avez 3. Le slider, c'est ça, cette partie-là qui défile. Sur le premier, vous allez retrouver le support du webinaire, il suffit de cliquer là. Sur le second, vous allez retrouver les deux fiches pratiques dont je viens de parler et le dossier, inaptitude et reclassement.
Et sur le troisième, je gagne un peu de temps sur la fin du webinaire, vous avez déjà la possibilité de vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu le jeudi 29 juin en cliquant ici. Voilà, donc vous faites défiler avec les flèches qui sont ici et vous retrouvez toutes les informations voilà, dont je vous ai parlé. Alors, on est revenu au début. Voilà, je ne sais pas si, parce qu'après j'ai encore une ou deux infos, mais finalement on a réussi à peu près à tenir le timing. Est-ce que il y a Non, mais comme je disais, hein, je pense que Jennifer a eu la réponse à sa question. Pour Géraldine, c'est un peu plus technique, mais j'ai proposé de renvoyer un mail aux coordonnées que tu donneras en fin de webinaire pour qu'on puisse répondre d'une manière plus posée en étudiant un peu plus la question pour être sûr de bien vous répondre. Pas de souci. Voilà, donc j'ai terminé effectivement, il me restera juste une info réglementaire dont j'ai parlé en introduction. Voilà, j'espère avoir réussi à faire un tour assez, toujours un peu rapide hein, de toute cette partie sur les modifications au niveau retraite, sachant que certainement on en reparlera à mon avis au mois de juin parce qu'il y aura peut-être des décrets d'application qui seront parus à ce moment-là. Et puis, voilà, sur l'inaptitude et le reclassement dans la fonction publique territoriale avec ces modifications sur le conseil médical qui sont à prendre en compte, le FIPHFP qui donne beaucoup de ressources. Justement, en attendant le dossier inaptitude et reclassement sur la partie hospitalière, n'hésitez pas à vous référer au FIPHFP puisque toutes les informations sont très à jour sur ce sujet-là. Voilà. Et puis le dernier texte réglementaire dont je voulais vous parler, c'est le décret qui est paru fin mars concernant la contravention d'outrage sexiste et sexuel. Donc on rappelle que l'amende prévue pour outrage sexiste en cas de condition aggravante, alors une condition aggravante c'est quoi? C'est par exemple une personne qui va abuser de l'autorité que lui confèrent ses fonctions pour faire des outrages sexistes, ou c'est une condition aggravante, c'est elle est émise sur un mineur de 15 ans ou sur une personne d'une particulière vulnérabilité définie par la loi. Donc il y a huit conditions différentes qui font qu'on est dans le cadre d'un outrage sexiste dit en conditions aggravantes. Et ça a déjà été renforcé par la loi de début d'année, là, du 24 janvier 2023, puisque ces amendes sont passées de 1 500 € à 3 750 €, avec la possibilité d'une amende forfaitaire de 300 €. Je rappelle que l'amende forfaitaire, ça permet de sanctionner immédiatement la personne en faute, qui doit s'acquitter sur le champ ou dans un délai maximum de 15 jours. Et ça, c'est rentré en vigueur donc le 1er avril 2023. Et dans la continuité de ce texte de loi, un deuxième décret est paru donc fin mars, relatif à la contravention d'outrage sexiste et sexuel, cette fois, on va dire non aggravée, même si elle ne s'appelle pas comme ça, mais c'était pour faire que vous compreniez bien la différence avec le précédent texte, où la contravention passe aussi de 135 € à 1 500 €. Donc voilà, on montre encore une fois hein, qu'il y a une volonté forte sur ce sujet du sexisme et des contraventions sexistes. Voilà. Alors, juste peut-être quand même, l'outrage sexiste, la définition, l'outrage sexiste correspond au fait d'imposer à une personne des propos à connotation sexuelle ou sexiste, portant atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, et qui crée une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc, quelques exemples que je vous ai repris qui doivent être sur le guide du défenseur des droits dont j'ai déjà parlé, je pense, hein, si vous avez besoin de vous y référer. Sur tout ce qui concerne le harcèlement, les outrages sexistes, etc., il y a vraiment le site à prendre en compte, c'est défenseur des droits. Vous tapez défenseur des droits sur Google. Voilà, donc des exemples. Une personne qui vous poursuit dans la rue, une personne qui fait des commentaires dégradants sur votre physique ou vos tenues vestimentaires. Donc là, vous voyez bien que cet outrage, il concerne à la fois la vie hors travail, la vie personnelle, et aussi, il peut être mis en place tout à fait dans le cadre du travail. Hein. Voilà. Une personne qui vous impose des questions intrusives sur votre vie sexuelle, etc. Voilà, donc c'était important aussi parce que dans la réglementation de ces 3 derniers mois, on va dire, il y a ce sujet aussi qui me paraissait important. Voilà, donc comme je vous le disais, le prochain webinaire aura lieu le jeudi 29 juin. Donc vous pouvez déjà vous y inscrire. Vous voyez effectivement ici mon mail en fin de slide. Voilà, évidemment, je suis désolée si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Pour une fois, il y a effectivement le timing fait que c'est toujours difficile sur 45 minutes, mais c'est surtout aussi que cette loi est très récente, donc il faut le temps effectivement
de continuer de la digérer et de voir apparaître les décrets d'application pour pouvoir être bien au fait voilà, de cette actualité-là, pour pouvoir vous répondre de manière plus juste. Donc oui, pour rappel, hein, donc les questions où on n'a pas donné réponse, donc n'hésitez pas à nous renvoyer un mail aux coordonnées qui sont affichées à l'écran pour qu'on puisse vous répondre plus directement. Donc voilà, donc on aura les éléments précis pour vous. Voilà. Je vous ai donné quelques liens aussi hein, sur le chat pour pouvoir accéder au site internet dont Carole a parlé, donc notamment le Défenseur des droits, il y en a d'autres hein, sur le site de l'adresse de tout à l'heure par exemple. Voilà, donc n'hésitez pas, puis si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, des sujets, des suggestions de sujets que vous voudriez voir dans ces webinaires, vous n'hésitez pas. Donc, Carole traitera ça dans les prochains points pour vous. Voilà. Voilà, j'espère que ça a été pour vous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous remercie d'être toujours si nombreux à participer à nos différents webinaires. Et comme d'habitude, quand je vais fermer le sujet, vous allez avoir quelques questions de sondage. Donc, c'est là où vous pourrez notamment nous faire part de vos propositions. Merci beaucoup. Excellente journée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à vous.